La roue! La roue! J'ai connu des accueils plus chaleureux. Ouais! C'est déjà mieux. Il est 22h30, ce n'est pas un métier facile. Il est fatigué. Soyez les bienvenus à la nuit Ozploitation dans le cadre du 26e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Le festival de Gérardmer a en effet décidé cette année de poser un coup de projecteur sur le cinéma de genre australien, un cinéma qu'on connaît finalement peu, et après ce soir on le connaîtra très bien mieux. En tout cas, merci de cette intervention très importante. Vous allez pouvoir découvrir les films dans l'ordre Night of Fear, suivi de Long Weekend, et enfin Fair Game. Moi-même, je l'avoue bien humblement, je ne saurais pas vous en parler avec panache, mais il se trouve que nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui va le faire bien mieux que moi. Merci de réserver un tonnerre d'applaudissements à l'historien et encyclopédiste du cinéma, Éric Peretti. Ouais! Merci beaucoup. C'est pas moi qui ai fait les films. Oh! Alors moi je suis un peu moins rigolo malheureusement. Je vais quand même vous parler de l'Ozploitation. Alors comme je l'ai écrit dans le catalogue, c'est un terme fourre-tout qui est extrêmement récent, qui a été créé en 2008 pour accompagner la sortie d'un documentaire qui s'appelait Not Quite Hollywood de Mark Hartley. Et l'Ozploitation en gros c'est un immense fourre-tout dans lequel on va mettre tous les films forcément australiens qui ne seront pas du cinéma classique. Donc ça va englober aussi bien des comédies sexy, la sexploitation, des films de voiture, la carsploitation, des films de kung-fu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Kung-fu australien. Ce qui différencie l'exploitation du cinéma d'exploitation américain, puisque c'est quand même là-bas que c'est né, c'est que le cinéma américain s'inspirait souvent des grands succès pour en faire des copies, et c'était un cinéma qui se développait à la marge du cinéma traditionnel. Le cinéma australien d'exploitation, donc, a été pendant un moment le seul cinéma australien. Alors évidemment, le cinéma est arrivé en Australie dans les années 10. Très rapidement, les films, les productions vont décliner. L'Australie a l'avantage, voire le désavantage d'être un pays anglophone, ce qui fait qu'Hollywood va très vite y installer des chaînes de cinéma, va y déverser tous ses produits. Progressivement, le cinéma australien va disparaître, il sera supplanté par le cinéma américain. À la fin des années 60, il n'y a plus aucun long métrage australien qui est tourné depuis presque 10 ans. Les gens sur place font de la publicité, font de la télévision, font des courts-métrages, mais ne font plus de longs métrages. Il faudra attendre le début des années 70 pour que certains jeunes Australiens, qui ont fait leurs études de cinéma en Angleterre ou aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas de télé, décident de redonner un cinéma national. Le problème, c'était que le public ne voulait pas de cinéma australien. Ils étaient tellement habitués au cinéma hollywoodien, qui était tellement bien fait, qu'ils se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on va faire des films australiens ?» Il faudra la ténacité d'un ou deux personnages qui vont faire dans un premier temps des films d'auteur, qui évidemment ne marcheront pas, pour que le cinéma australien renaisse. Et un jour, quelqu'un qui s'appelle John B. Murray va réaliser un pseudo-documentaire sur la sexualité en Australie. Évidemment, aucun studio américain ne va vouloir le distribuer dans ses salles. Et là, comme les vrais pionniers du cinéma américain, John Murray va louer des drive-in, va louer des salles de cinéma et va projeter son propre film. Ça va être un énorme succès. Progressivement, le public australien va se dire « Ah, peut-être que nous avons des cinéastes et peut-être qu'on est capable de faire du cinéma ». À ça va se rajouter le gouvernement australien qui va se dire « Il serait peut-être temps qu'on ait une culture aussi au niveau cinématographique » et progressivement, ils vont donner de l'argent à des jeunes qui veulent faire des films. Alors il suffisait de venir avec un scénario, n'importe quel âge qu'on avait, n'importe quelle qualité qu'on avait, on disait « Je veux faire un film », on pouvait toucher de l'argent. L'un des premiers films qui va vraiment marcher et qui va bénéficier des fonds publics, c'était une comédie qui s'appelle Les Aventures de Barry Mackenzie, qui 15 ans avant Crocodile Dundee présentait un Australien un peu rustre qui allait en Angleterre faire des siennes. Le film a été dédaigné par la critique évidemment, mais ça a été un énorme succès public. Et grâce à ça, d'autres cinéastes vont pouvoir faire des films à la fois d'auteur et des films d'exploitation.
Alors, on en arrive maintenant au film de ce soir. Le premier, c'est Night of Fear, qui date de 1972. Le réalisateur, c'est Terry Burke, donc un Australien d'origine, qui s'est très vite exilé à Hong Kong, qui a réalisé des films là-bas, qui a appris auprès de la Shaw Brothers à travailler, et qui revient en Australie parce qu'il veut donner un avenir plus radieux à sa femme et ses enfants. Il trouve qu'Hong Kong, l'éducation était un peu moyenne. Bref, il a le projet fou de créer une série horrifique pour la télévision australienne. Il trouve un accord avec le gouvernement qui lui donne de l'argent, la chaîne de télé ABC qui produit le film et qui lui permet d'utiliser le matériel. Terry Burke décide de tourner le film en 35 mm, c'est-à-dire en format cinéma, pas uniquement en format 16 mm destiné à la télévision. Le premier épisode, c'est Night of Fear. Donc, à peine les responsables de la chaîne de télé voient le film qu'ils refusent immédiatement de prolonger. Il se débarrasse en revendant les parts du film à Terry Burke, qui en devient le seul propriétaire. Il va voir le comité de classification australien, qui évidemment interdit immédiatement le film. Chose assez curieuse, puisqu'un an avant, ils avaient créé une interdiction au moins de 18 ans, ce qui permettait à toutes ces comédies sexy de sortir. Bref, Terry Burke fait appel, et un an après, il obtient enfin la possibilité de sortir son film. Mais là encore, aucune chaîne de cinéma officielle ne veut le sortir. Qu'importe, Terry Burke, rien à foutre, il va louer un salon de striptease, peut-être plus même s'il y a affinité d'après les rumeurs, et il va projeter son film là, et comme l'a fait John B. Murray, il fera le tour de tout le pays avec son film, organisant lui-même les projections, il vendra les droits aux États-Unis, et là le film sortira dans des petits drive-in, dans le cinéma d'exploitation, dans ce circuit-là, et il aura très probablement été vu soit par Toby Hooper, soit par Kim Henkel, le scénariste de Massacre à la tronçonneuse, soit par Bob Burns, le chef décorateur du film, parce que quand vous verrez Night of Fear, vous remarquerez des similitudes plus que troublantes. Le second film de cette soirée, Long Weekend, alors comme je l'ai dit avant, Losploitation c'est un véritable fourre-tout, mais Long Weekend est un film beaucoup plus posé, on est vraiment à la limite du cinéma d'auteur, il a été fait en 1977, le gouvernement continue à donner de plus en plus de fonds, le producteur du film, Richard Brennan, arrive à lever des fonds privés de son côté pour tourner ce petit film qui ne coûtera finalement pas grand-chose. Le réalisateur, c'est Colin Eggleston, donc, qui lui aussi a fait ses études à Londres, à la BBC, qui a donc été monteur sur la série Doctor Who à un moment, et qui va tourner ce film au fin fond de l'Australie avec une équipe très soudée, puisque tout le monde met la main à la pâte le matin pour transporter la caméra. Le producteur va même sous l'eau pour jouer le rôle de la créature marine dans le film. Le souci de Long Weekend, c'est que lorsqu'il est terminé et qu'il est projeté dans quelques salles en Australie, pour les critiques, tout le monde le déteste. En réalité, les Australiens n'aiment pas du tout le fait qu'on montre leur nature, à laquelle ils sont habitués, devenir menaçante. Ils ne trouvent pas ça crédible, le film est descendu, aucun distributeur australien ne prend le film. Heureusement, le film sera projeté en Europe, dans divers festivals. Il recevra plusieurs prix en France, en Angleterre, en Espagne. L'acteur principal, John Hargrave, reprendra même le prix d'interprétation. C'est un film qu'il portera vraiment dans son cœur, puisque lorsqu'il décédera des suites du sida, il se fera inhumer avec le prix d'interprétation. Bref, le Long Weekend connaîtra une très bonne carrière en Europe, et il sera redécouvert en Australie presque 25 ans après, lorsque Tarantino, inévitable Tarantino, tournera Kill Bill en Chine, et il fera venir une copie du film pour la montrer à ses techniciens australiens. Et c'est à ce moment-là que l'industrie australienne va se rappeler de Long Weekend, va en produire un remake, dont nous ne parlerons pas, par respect pour le film original, et Long Weekend va redevenir un grand classique, la version originale donc, du cinéma australien. On arrive maintenant au troisième film, Fair Game. Alors là, le système de production de Losploitation a complètement changé. Le gouvernement donnait des fonds pour tous les films, sauf qu'il se faisait taper par les commissions de censure, par les commissions catholiques et autres, en disant « vous produisez des films avec du sexe, avec de la violence, bref, c'est n'importe quoi ». Du coup, le gouvernement instaure une loi, en 1978, la loi 10B, 10B, qui autorise les investisseurs privés à injecter de l'argent dans les films avec des contreparties financières au niveau des impôts. Alors, c'est pas du crowdfunding comme on fait aujourd'hui, où avec 50 €, on a l'impression de produire un film. C'était pour les gens, les banquiers, les avocats, les dentistes qui avaient beaucoup d'argent et qui voulaient échapper au fisc. En 81, le gouvernement va encore plus loin parce qu'il fait un amendement B, donc la loi 10B, qui dit que toute personne qui investit dans un film australien, qu'importe le genre, peut déduire 150% de ce qu'il investit dans le film au niveau de ses impôts, et si le film fait des bénéfices, ils peuvent encore en déduire 50%.
Donc à partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tout le monde va injecter de l'argent dans le cinéma australien, qu'importe la qualité, et si les films ne sortent pas, c'est pas grave, c'est même mieux, ça évite de déclarer des bénéfices. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus de margoulins que d'amateurs d'art, donc tous ces gens-là signaient des contrats pour des films qui coûtaient 7 millions de dollars, qu'ils déclaraient au fisc, et en réalité, le film se tournait avec 1,2 million, 1,3 million. Le reste était repartagé et reventilé entre les parties contractuelles. Fair Game, donc, fait partie de ces films financiers par ce qu'on appelle la loi 10B. Donc le budget de Fair Game annoncé était beaucoup plus important, puisqu'on parlait de 5 à 6 millions. En réalité, il en a coûté 1,2 million. Les succès de l'année précédente, c'était Mad Max 3 et Razorback. Donc le réalisateur et le scénariste de Fair Game ont voulu faire un mix entre ces deux films avec presque 3 fois moins d'argent. Lorsqu'ils ont été interviewés à l'époque, ils ont même dit qu'ils voulaient rendre hommage aux écrits de Barbara Bainton, les Bush Studies. Alors les Bush Studies, c'était des écrits qui ont été publiés en 1902 et qui racontaient la dure condition féminine dans le bush australien. Vous verrez en voyant Fair Game qu'on est très très loin de ces histoires très dignes. Mais c'était la note d'intention, histoire d'être plus respectable. Fair Game, donc comme tous ces films produits pour échapper au fisc, n'est officiellement pas sorti en salle. Il a été distribué directement en vidéo. Il y a une sortie technique juste pour qu'il puisse être validé. Et ensuite, il fera les beaux jours du câble de la télé américaine, comme 90% des films produits avec cet argent pour échapper au fisc, ce qui a amené le réalisateur Terry Burke, donc, du premier film, a dit que grâce à cette loi, le gouvernement a permis à l'Australie de devenir, avec le Canada, le premier fournisseur de films pour les secondes parties de soirée du câble américain. Et maintenant, je vais vous remercier, je vais vous récompenser de votre patience en vous laissant voir ces 3 films-là, et j'espère que ça vous incitera peut-être à découvrir d'autres films de ce pays continent qui, croyez-moi sur parole, réserve encore plus d'un trésor dans sa poche ventrale. Bonne séance.